parce qu'ils essayent d'aller capter un événement de marché. Ben voilà, il y a cet outil qui permet aussi au client de pouvoir agir de son côté. Les parcours utilisateurs, les parcours clients peuvent être aussi améliorés grâce à du design. On en parlera tout à l'heure avec Alizé. Et enfin, l'application mobile, elle permet aussi de proposer des nouvelles choses, de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services qui sont, on va dire, difficilement proposables aujourd'hui en relation. Slide suivante sur l'état de l'utilisation en fait des différents supports digitaux. En fait, on suit un baromètre qui est un baromètre national, donc qui n'est pas forcément dédié banque privée, mais on peut potentiellement généraliser ça à ces clients-là. C'est un baromètre donc, du numérique qui est réalisé chaque année et donc ça nous permet aussi de suivre les tendances sur les outils digitaux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie percée du mobile. Depuis 2017, ça fait plus 9 points à 51%. Le PC est plutôt en déclin, à 31%, moins 7 points depuis 2017. Et la tablette reste à peu près stable, mais utilisée, on va dire, un peu à la marge. Donc la tendance de fond, c'est que réellement, il faut investir sur le mobile. Pourquoi? Parce que le mobile est en train de prendre de plus en plus d'importance pour les particuliers. Et je pense que c'est un support qui aura, on va dire, ratio qui est approximatif, c'est ce qu'on voit chez nos clients, mais ça dépend bien sûr d'une banque à l'autre. C'est un ratio iOS-Android de 75% pour iOS, 25% pour Android. Ce qu'on voit aussi en général, c'est que 40% des clients utilisent en priorité leur mobile. Et dans ce baromètre du numérique dont je vous ai parlé, ils parlent donc des hauts revenus et ils disent que 79% des hauts revenus sont multi-équipés, donc se connectent via différents supports. Peut-être un dernier point sur le constat qu'on voit aujourd'hui sur le marché. En fait, on voit qu'il y a 3 zones où le mobile s'est fortement développé en banque privée et où en fait c'est devenu un standard de marché pour une banque privée. C'est aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. Alors c'est forcément des zones où il y a quand même un marché de la banque privée qui est important, mais on voit aujourd'hui émerger des fonctionnalités qui sont devenues des standards et qu'on ne voit pas aujourd'hui sur les applications de banque privée en France. Ce qu'on voit aussi historiquement, c'est que les grands groupes en fait, universels qui ont des entités wealth management ont rapidement capitalisé sur leur application retail pour pouvoir proposer une appli à leurs clients. Le souci derrière, c'est que lorsqu'ils ont cherché à mettre en place donc, des fonctionnalités wealth management, en fait, ils ont multiplié le nombre d'applications et donc on s'est retrouvé il y a 2 ans, il y avait une grande banque suisse qui avait près de 15 applications pour à la fois les clients retail et les clients wealth. Et donc, on l'a vu, en 2 ans, ils ont fait un énorme travail de rationalisation. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont quelque chose comme 3 applications. Donc, les grands groupes universels ont cette problématique-là. Elles ont gagné en rapidité pour utiliser ce support, mais derrière, elles ont multiplié les applications mobiles pour offrir des services vraiment sur mesure wealth management. De leur côté, les boutiques sont venues beaucoup plus tard, voire ne sont toujours pas venues sur ce marché de l'application mobile. Du coup, ont pu, lorsqu'elles ont proposé une expérience, elles ont proposé une seule application des retards, elles ont gagné cet aspect-là rapidement. Alors, juste pour préciser un petit peu les choses, parce qu'on nous a posé la question, qu'est-ce qui différencie finalement une application retail d'une application de gestion de fortune? Ce qu'on observe, c'est que le retail, c'est principalement une approche opérationnelle, c'est une approche transactionnelle, mais mine de rien, il y a quand même des basiques à sécuriser. La première, c'est d'avoir des données fiables. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais un client qui ne retrouve pas des données qui correspondent à ses avoirs, ben c'est un problème. C'est de pouvoir suivre ses comptes et ses portefeuilles, d'exécuter des opérations et d'avoir un système de messagerie sécurisé, mais qui n'est pas au niveau d'un chat ou d'une visioconférence. Ensuite, sur l'offre banque privée, ces banques ont ajouté des fonctionnalités additionnelles comme le Robot Advisor par exemple, ou comme des actualités fiscales, financières pour
enrichir un petit peu les features qui étaient proposées. Et quand on arrive sur une relation vraiment gestion de fortune, l'objectif c'est à la fois de personnaliser la relation et à la fois de proposer des innovations parce que cette application mobile doit être premium, doit être ce qui se fait de mieux pour vos clients. Et donc pour personnaliser la relation, ce qu'on voit, c'est les outils de communication qui sont fortement utilisés. Ce que certaines banques privées proposent des offres et des analyses sur mesure. Ça nécessite effectivement de pouvoir analyser les personas clients derrière, mais en tout cas de proposer des choses via cette application qui soient sur mesure, et c'est de fournir du conseil à distance. Et alors un dernier point qui est très important, quand je parle d'accélérer l'innovation, il y a plusieurs points. Il y a ouvrir à l'écosystème des clients, donc les experts comptables, les notaires, les family office, etc. Ça peut être une stratégie de créer en quelque sorte un écosystème. Il faut aussi travailler la stratégie de contenu avec du contenu de qualité, par exemple des notes de recherche qui sont ciblées sur les titres qui sont investis par les clients, et ça c'est très valuable pour les clients d'avoir une note spécifique et d'avoir effectivement aussi des services additionnels. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a des banques qui proposent des services de networking entre clients, des services de conciergerie digitalisés, et on voit aussi des banques privées qui se tournent vers des plateformes de produits alternatifs pour permettre à leurs clients d'investir sur ces sujets-là. Peut-être préciser un dernier point là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des applications mobiles qui ont attaqué le marché retail, par exemple Revolut, qui sont en fait des plateformes et qui pourraient très rapidement en fait intégrer des features additionnelles grâce à l'écosystème de fintech qui existe et pouvoir attaquer en fait très rapidement ce marché de la banque privée. Donc il y a quelque part une certaine urgence aussi pour les banques privées de très rapidement mettre en place des systèmes mobiles pour contrer entre guillemets cette menace qui pourrait arriver très rapidement. Et on l'a vu dernièrement, Revolut a ajouté des fonctionnalités de trading, donc ils en sont plus très loin finalement. Et donc c'est une approche, la gestion de fortune va proposer une approche qui va être une expérience pour le client, une expérience tout intégrée, et qui va permettre aussi de gérer plusieurs types d'aspects, on va dire, sur son patrimoine. Peut-être dernière chose avant de conclure sur cette partie. Cette application mobile, elle doit répondre finalement à il y a trois aspects qui sont importants de prendre en compte pour cette application mobile. Il y a un aspect produit, un aspect organisation et un aspect technologique. Sur l'aspect produit, j'insiste lourdement sur un point, c'est la vision. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de juste mettre en place une application mobile, et quels sont les objectifs derrière. Voilà, ça c'est extrêmement important de pouvoir suivre en fait les KPIs en fait, qui permettent de définir si l'application mobile a répondu aux attentes ou pas. Et dernière chose, je pense qu'il est très important de créer une équipe mixte, donc une équipe qui soit composée à la fois d'expérience métier, d'expérience technique et aussi de vos utilisateurs. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de vraiment correspondre aux besoins de vos clients. Et je conclurai simplement cette partie en vous disant simplement que les banques privées leaders de demain, elles vont passer d'une approche consultation qu'on voit aujourd'hui sur les applications mobiles à une approche un peu plateforme collaborative personnalisée avec ce mobile comme support idéal justement pour pouvoir interagir avec les clients. Avant de passer peut-être sur la partie de faire un petit retour que j'ai de la part des clients sur ce marché, donc la banque privée. Il y a une première chose qu'on me dit souvent, c'est que leur système d'information, il est legacy, enfin, il est un peu vieillissant et c'est toujours un peu compliqué à gérer. Finalement, qu'est-ce que tu peux proposer toi comme solution pour pouvoir créer une application mobile sur ce type de système d'information qui est un petit peu vieillissant? Un peu ancien, ok. Du coup, comme l'a dit Emmanuel, c'est vrai qu'en général, dans les banques, les acteurs implantés de la banque, on va avoir un SI qu'on va appeler le SI Legacy, donc qui est ancien. Souvent, dans le SI Legacy, on va regrouper tout ce qui est les applications de core banking et toutes les applications qui gravitent autour de ce core banking. Donc, on va avoir des applications front office, des applications back office, potentiellement un site web et d'autres applications qui vont
qui vont graviter autour. Et nous, quand on parle d'applications mobiles, on va vouloir ajouter des applications donc, qui vont vraiment cette fois-ci être à l'extérieur du SI, donc qui vont être dans la poche des clients. Mais ces applications, il faut qu'elles puissent interagir avec notre SI Legacy. Et du coup, si on fait, si on essaye tout simplement de connecter nos applications à notre SI, on va un peu droit dans le mur. Pourquoi on va droit dans le mur? Parce que ces applications, elles vont avoir des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément les besoins des applications front office ou du site web. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des évolutions dans notre SI Legacy, mais qui dit SI Legacy dit technologie ancienne, potentiellement des connaissances dans la DSI qui commencent un peu à disparaître car les technologies sont plus anciennes. Et du coup, ça peut aussi, on peut avoir peur en fait de modifier les applications qui existent depuis déjà quelques années dans notre SI. Et donc, on n'a vraiment pas envie de connecter nos applications mobiles directement sur notre SI Legacy. Du coup, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt que de connecter nos applications directement sur le SI existant, en fait, c'est d'introduire une nouvelle brique qu'on appelle ici le BFF, donc le Backend for Frontend. Et en fait, ce que va jouer cette brique, son rôle, en fait, c'est de devoir faire l'intermédiaire entre la complexité du SI Legacy et les applications mobiles. Comme ça va permettre comme on va avoir une nouvelle brique qui va être sur des technologies plus modernes, qui va être sur des technologies surtout maîtrisées par les équipes techniques, par vos équipes techniques, on va avoir vraiment une plateforme sur laquelle on est confiant de pouvoir itérer, innover et rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et surtout d'abstraire la complexité et l'ancienneté du SI Legacy. Et du coup, l'avantage d'avoir ce backend for front-end entre les apps et le SI Legacy, c'est que comme on a une plateforme qu'on peut faire évoluer facilement, on va pouvoir très simplement connecter notre nouveau back-end à des services externes pour pouvoir rajouter des fonctionnalités d'innovation. Donc, par exemple, on va pouvoir se connecter à des services de push notification pour pouvoir engager nos utilisateurs très facilement. Et on va pouvoir aussi se connecter à des API partenaires ou, par exemple, rajouter un CMS pour avoir du contenu toujours plus riche. Donc voilà, l'avantage vraiment de ce back-end, for front-end, c'est que tous ces services externes qu'on va rajouter pour nos applications mobiles vont être isolés dans une brique dédiée au mobile et non pas intégrés dans le SI existant, donc le SI Legacy. Alors Pierre, il y a une autre question qui m'est souvent posée. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a des plateformes en fait qui proposent une expérience front-to-back avec une application mobile dans le package. Finalement, ça pose une question, c'est la question du build versus buy. Qu'est-ce que toi tu recommandes par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut adopter finalement une application mobile qui est déjà designée, qui est déjà développée, ou est-ce qu'il faut plutôt la construire? Alors le build versus le buy, comme tu dis si bien, il faut bien voir la différence entre les deux, ce qui implique le build et ce qui implique le buy. Quand on parle de build d'abord, c'est-à-dire qu'on va faire une application entièrement sur mesure. Donc on va partir entre guillemets d'une feuille blanche et on va construire notre application dont son rôle est vraiment de répondre aux besoins précis de nos utilisateurs dans un contexte que nous on connaît et vraiment offrir une expérience 100% sur mesure. Le buy en revanche, c'est qu'on va se baser sur une solution du marché existante. Le gros avantage, c'est que le time to market va être très rapide, vu qu'en fait, on achète une solution clé en main. Les coûts de mise en place vont être réduits au début. Mais là, on tombe sur les inconvénients du buy, c'est que comme on achète une solution toute faite, clé en main, c'est vraiment une solution qui va être très difficile à intégrer à notre SI existant, surtout si c'est un SI vieillissant dont on a peur d'intégrer des fonctionnalités dedans. Et en plus, en général, le buy, on va payer peu cher pour mettre en place la solution standardisée. Par contre, si on a envie de faire de la customisation, de rajouter des features qui n'existent pas forcément dans la solution qu'on achète, on va se retrouver bloqué. La customisation est vraiment difficile. Alors que sur la partie sur mesure, comme c'est à nous de vraiment tout faire du début à la fin, certes les coûts vont être plus élevés parce qu'il y a un ticket d'entrée qui est plus grand que si on achète une solution toute faite. En revanche, on peut construire l'expérience vraiment comme
comme on l'a imaginé. Donc c'est pour ça que nous on recommande dans le cas d'une d'une application où on veut vraiment les clients, c'est pour ça qu'on recommande nous une approche plutôt orientée build. En revanche, c'est ce que je dis en bas, c'est pas parce qu'on veut construire notre application nous-mêmes qu'il faut vraiment redévelopper 100% des services. Je vais prendre un exemple un peu simple, c'est que dans notre appli, potentiellement, on va avoir envie de faire de la validation de pièces d'identité, par exemple. En tant que banque, ça ne sert à rien de redévelopper l'intégralité d'une brique de validation de documents d'identité. Il y a des fournisseurs, des partenaires qui, qui offrent ce service qui fonctionne très bien, qui est simple à intégrer dans des systèmes d'exploitation. Et donc, quand on parle vraiment de build, c'est vraiment se focaliser sur son cœur de métier et de ne pas hésiter à se reposer sur des partenaires externes pour des services annexes autour de notre cœur de métier. Alors Pierre, il y a un de nos participants qui nous offre une transition toute trouvée, parfaite. Alors, il y a plusieurs types aujourd'hui en 2020. On a tout un panel de technos différentes pour faire du mobile. Si on regarde ce tableau, si on commence tout à gauche, on va avoir les technologies natives. Les technologies natives, c'est vraiment les technologies qui s'intègrent le plus dans les systèmes d'exploitation iOS et Android. Ce sont les technologies qui sont maintenues par les développeurs des systèmes d'exploitation, donc par Apple et par Google. L'avantage de ces technologies natives, c'est que ce sont des technologies qui sont approuvées, testées et approuvées par des développeurs partout dans le monde. On est sûr que c'est des technologies qui ne vont pas être abandonnées d'ici 2 ans et qui ne sont pas maintenues par des communautés externes. On va avoir aussi les techno natives sont celles qui sont le plus intégrées à l'OS. C'est celles qui vont suivre le plus rapidement les différentes mises à jour des systèmes d'exploitation. Et enfin, c'est celles qui vont offrir les performances les plus élevées, que ce soit les performances à l'affichage. Voilà, on va avoir une application très réactive avec des animations qui ne laguent pas, donc vraiment performance au top. En revanche, en natif, l'inconvénient, comme les plateformes iOS et Android sont des plateformes qui sont différentes, qui se basent toutes les deux sur des technologies différentes, on va avoir un double coût de développement. C'est-à-dire qu'il va falloir développer 2 fois l'application, une fois sur iOS, une fois sur Android. Et donc, ce qui veut dire double développement, double maintenance et surtout, en fait, devoir construire 2 équipes. Dans ce tableau, on a complètement sur la droite, enfin, ensuite, les PWA. PWA, ça veut dire Progressive Web Apps. Donc là, on est sur la partie web. Donc en fait, on va faire une application, un simple site web responsive. Et l'avantage d'une PWA, c'est qu'on va transformer un site web responsive et on va lui apporter des fonctionnalités qui sont d'habitude plus réservées pour les applications mobiles. Par exemple, ça va pouvoir rajouter des push notifications directement dans notre site web. On va pouvoir aussi installer notre site web sur le téléphone pour pouvoir accéder au site web de manière offline. L'avantage de la PWA, le plus grand avantage, c'est que vraiment là, on est dans la mutualisation totale du web et du mobile. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de barrière entre ce qui est du web et ce qui est du mobile, puisqu'en fait, la partie du mobile et du web, tout simplement. En revanche, les inconvénients, c'est que comme on est sur du web, on va avoir des performances qui sont forcément moindres par rapport à si on faisait une application en utilisant les technologies natives. Les intégrations au système d'exploitation sont souvent plus réduites. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec des applis mobiles qu'on ne peut pas faire encore avec une progressive web app. Ensuite, il y a l'interface. On va avoir une UI qui va être chaque plateforme a un peu ses codes et ses codes de design et d'expérience utilisateur. Alors, et du coup, c'est bien quand une application s'intègre vraiment dans sa plateforme. Donc, une application iOS, c'est bien qu'elle reprenne les codes de design des applications iOS, et la même chose sur Android. C'est bien aussi qu'une application Android intègre les codes de design Android. Donc, si on a une application web qui va vraiment mutualiser les deux, ça va être difficile d'offrir une expérience un peu plus iOS
sur les plateformes iOS et une expérience Android sur les plateformes Android. Donc voilà, faire attention à l'intégration de notre application dans l'écosystème. Et enfin, les PWA, ça offre des possibilités de pouvoir recevoir des notifications, ça offre aussi la possibilité de pouvoir publier un site web sur les stores d'applications. Mais il faut savoir que Apple est très réticent à ces technologies. Aujourd'hui, sur un iPhone, une PWA ne peut tout simplement pas recevoir de notification et ne peut pas être publiée sur l'App Store. Donc, comme l'a montré Emmanuel, on a vu que aujourd'hui, en banque privée, on a quand même une grosse partie de notre population qui est utilisatrice d'iOS et du coup, ces réticences d'Apple vont un peu nous bloquer pour les PWA. Donc voilà, on a d'un côté à gauche, on va avoir un focus sur l'expérience qui va être mise en avant, alors que sur la droite, on va être plus drivé par le coût et la mutualisation. Et enfin, au milieu, on a un peu, en fonction de si on se rapproche plus du natif ou plus de la PWA, on a les technologies hybrides. Les technologies hybrides, aujourd'hui, les deux plus connus et les deux qui sortent du lot vont être Flutter, donc qui est du hybride qui va se rapprocher du natif, et React Native, qui va être du hybride qui va se rapprocher du web. L'avantage de cette technologie hybride, c'est que le code va être mutualisé entre iOS et Android, mais il va falloir faire un site web à part. Et du coup, c'est qu'on va avoir une seule équipe qui va travailler sur les deux plateformes en même temps. Donc, on va avoir une réduction des temps de développement, puisque la même base de code va servir pour les deux plateformes. En revanche, les technologies hybrides, souvent, elles sont maintenues par des équipes, soit par la communauté, soit par des équipes qui ne sont pas celles qui développent vraiment les plateformes mobiles. Flutter, c'est développé par Google, mais il faut savoir que c'est vraiment pas du tout la même équipe qui fait Android. Et React Native est maintenu par Facebook et la communauté. Donc on a un peu un flou sur la pérennité. C'est des technologies qui ont 2-3 ans, alors que les technologies natives ont déjà des dizaines d'années d'expérience. Donc voilà, on a un peu un flou sur ça, où ces plateformes vont se retrouver dans les années à venir. Et enfin, les compétences requises, en général, quand on fait de l'hybride, il faut savoir qu'il faut comprendre comment fonctionnent les frameworks hybrides, donc Flutter ou React Native, mais il faut aussi comprendre comment fonctionnent les apps natives. Donc en fait, on va se retrouver à passer des équipes de gens qui ont besoin du Flutter et de l'iOS et de l'Android. Donc les compétences requises pour monter une équipe peuvent être plus difficiles. Donc nous, notre recommandation sur les technos, comme on veut offrir une expérience premium, donc la plus intégrée, avec les meilleures performances, sur des projets qui peuvent être un peu long terme, pour pouvoir apporter des services qui évoluent avec le temps à nos utilisateurs, nous on conseille de partir sur les technologies natives pour pouvoir avoir tous les avantages qui ont été cités. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment prioriser finalement entre les différentes plateformes? Oui, tout à fait. Alors, comme je viens de vous le dire, on pense partir sur les technologies natives. Du coup, ça veut dire qu'il faut un peu choisir, est-ce qu'on va commencer à développer sur iOS, est-ce qu'on va commencer à développer sur Android, quid du web, quand est-ce qu'on adresse le web, s'il faut l'adresser. Comme l'a montré Emmanuel, aujourd'hui en banque privée, on est à peu près sur une population qui à 75% va utiliser des iPhones, donc iOS. Du coup, la question de par quelle plateforme commencer, la réponse est probablement très simple, qui va être on est obligé d'avoir une application disponible sur iOS dès le début. Donc voilà, donc vraiment on a envie d'avoir un MVP, donc le Minimum Viable Product, on est obligé de l'avoir sur iOS. Sinon on se coupe 75% de nos utilisateurs, et ce qui est aujourd'hui quelque chose de pas acceptable. En revanche, une fois qu'on a fait notre MVP iOS, on va avoir plusieurs stratégies. La première stratégie va être de développer un MVP sur iOS, donc avoir les quelques killer features qui permettent à notre application d'être utile à nos clients, de les faire sur iOS et de les faire en même temps sur Android. L'avantage de cette première stratégie, c'est qu'on va rapidement adresser tous les utilisateurs. Donc on ne va pas laisser de côté les 25% de nos clients qui ont des smartphones sur Android. Donc voilà, ça c'est vraiment le principal avantage de cette première stratégie. En revanche, le fait de devoir développer en même temps le MVP sur iOS et sur Android fait que sur iOS, les fonctionnalités additionnelles vont arriver dans un second temps. Donc, voilà. Donc en fait, le rattrapage du marché va se faire dans un second temps et donc va être un peu plus tard. Donc au début,
notre application, notre service va avoir du mal à se démarquer par rapport au reste de la galaxie des applications banque privée. L'option numéro 2, donc, qui est de toujours commencer par un MVP iOS, mais au lieu de démarrer en même temps ou juste après le MVP Android, on va se focaliser sur la majorité de nos utilisateurs. Donc on va se focaliser sur iOS. Comme ça nous permet de développer le MVP, de rapidement rajouter les fonctionnalités additionnelles. Donc vraiment les fonctionnalités additionnelles, c'est ce qui va nous différencier par rapport à la concurrence. Et une fois qu'on a mis en production, mis dans les mains des utilisateurs le MVP iOS et les fonctionnalités additionnelles, on va commencer à rattraper le retard sur la partie Android. Les choix qu'on a fait sur la partie iOS, qui peuvent être bons ou pas bons en fonction de comment on a designé notre application. Comme l'application Android arrive dans un second temps, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs potentielles qui ont été faites sur Android. Donc ça, c'est un avantage. Mais en revanche, nos utilisateurs Android ne vont pas avoir d'application pendant un laps de temps plus élevé. Donc voilà, c'est vraiment deux stratégies qui vont dépendre de comment vous avez envie d'apporter votre service à vos utilisateurs. Est-ce que vous dites, nous, on est une banque privée, on est du coup très premium, du coup, on va se focaliser sur iOS. iOS, c'est aussi une plateforme qui est vue un peu comme la plateforme premium. Donc, c'est une stratégie à avoir entre va-t-on apporter notre solution à tous nos utilisateurs ou uniquement à ceux sur iOS. Je vais terminer pour parler un peu de méthodologie. Comme le mobile, c'est un produit qui est innovant, c'est des produits où on a envie d'itérer rapidement. C'est-à-dire que, je vais un peu placer le mot, donc on aura envie de travailler un peu en méthodologie agile, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire des petits incréments, à la fin de chaque petit incrément, de pouvoir mettre notre application dans la main des utilisateurs, que ce soit directement en production ou à des utilisateurs bêta, d'apprendre des usages de ces versions et d'itérer, en fait, et de faire évoluer le produit progressivement. On n'a pas envie de développer une application dans un tunnel pendant 6 mois et du jour au lendemain de la mettre dans la main de tous les utilisateurs et de se rendre compte en fait que les utilisateurs, le produit qu'on leur offre ne correspond pas à leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que la méthodologie agile sur des produits innovants va nous permettre d'être constamment mettre une application dans la main des utilisateurs, de mettre en prod régulièrement et de s'assurer à ce que le produit qu'on offre répond aux besoins. Mais pour mettre en prod ou en bêta régulièrement, on a besoin d'être serein en fait, sur est-ce que l'application qu'on met en prod toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas avoir des régressions. Donc on a envie d'avoir des tests automatisés qui vont vérifier automatiquement l'application. Si on construit notre application, si toutes les semaines on doit faire de la non-régression, ça peut être vite très très chronophage. C'est pour ça qu'avoir des tests automatisés va un peu rassurer et les équipes de dev et les équipes métiers qu'on apporte tout le temps un produit fonctionnel à nos utilisateurs. Et après, on a aussi donc, les tests automatisés pour nous rassurer et on a aussi le déploiement continu. Sur mobile, c'est différent d'un site web, comme l'application doit être installée sur les téléphones des utilisateurs. Il y a toute une étape de publication sur les stores, c'est-à-dire il faut construire l'application, la pousser sur les stores. En fonction des plateformes, on va avoir des étapes de validation ou par Google. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui peut être chronophage pour les équipes de développeurs, de toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de devoir construire des releases manuellement. Donc on a envie de mettre en place du déploiement continu. Aujourd'hui, même sur mobile, ça se fait très bien de déployer, de construire automatiquement et de déployer automatiquement des applications sur des stores, soit des stores privés pour des bêtas, soit même directement sur les stores publics. Et enfin, on a sur mobile tout un tas d'outils qui nous permettent de faire de l'analytics, du crash reporting, de récupérer du feedback utilisateur, tout ça pour alimenter notre backlog agile et pouvoir faire évoluer notre application en fonction de ce qu'on apprend de la version qu'on vient de livrer. Donc vraiment, le DevOps est au service de l'agilité. Je vais terminer par un petit overview des différents outils qu'on met en place.
chaque étape du cycle DevOps. On a aujourd'hui plein d'outils qui existent. Donc, je vais en parler sur le build vs buy. Sur le côté technique, c'est un peu l'équivalent. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien d'être développées. Il existe tout un tas d'outils à la disposition des développeurs. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, moi, je vous ai présenté la partie technique. Emmanuel nous a expliqué pourquoi et qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans une application bancaire. Et du coup, moi, je vais me retourner vers Alizé. Et aujourd'hui, du coup, comment est-ce qu'on fait pour designer notre application? Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette expérience premium pour une app de banque privée? Merci Pierre, du coup je reprends la main. Je pense qu'on a tous vécu cette expérience, un petit peu le moment où la magie elle opère. On utilise une application et en fait elle s'efface complètement au profit du service qu'elle est en train de vous rendre. Et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher quand on construit l'expérience utilisateur d'une application mobile. Et pour créer cette expérience vraiment sans couture, on a besoin de comprendre à quel moment l'utilisateur a besoin de consulter ses comptes, faire un passage d'ordre, et pourquoi, dans quel contexte il est que c'est stressant ou pas. Donc on a vraiment besoin de comprendre tout l'enchaînement des événements, toute l'expérience de l'utilisateur, et pas seulement l'expérience d'utilisation de l'application. On a vraiment aujourd'hui ce besoin de créer des fonctionnalités innovantes, et pour ce faire, il va falloir innover dans les manières de travailler. Tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais de mettre en place des équipes mixtes et on va vraiment aller chercher ça. On va chercher à inclure les utilisateurs dans la construction du produit. Parfois, c'est compliqué d'aller voir les utilisateurs. On entend beaucoup ça de nos clients. Ah, moi, mes utilisateurs, je ne peux pas aller les voir, c'est délicat. Et pourtant, il faut vraiment chercher à faire ça. Et si on ne peut pas aller voir les utilisateurs, peut-être aller voir ceux qui travaillent en proximité avec eux et qui les connaissent très bien. Mais globalement, tous les utilisateurs sont contents quand on va les voir. Il y a toujours des early adopters qui vont être là, qui vont répondre présents quand on leur demande des feedbacks sur des nouveaux écrans, des nouvelles fonctionnalités, etc. L'an passé, on a fait avec des experts mobiles chez Octo une méta-analyse des applications les plus tendances sur les stores. On essayait de comprendre un petit peu ce qui les rapprochait. Qu'est-ce qui faisait qu'une application avait du succès sur l'Apple Store et sur le Play Store notamment. On en a retiré 10 bonnes pratiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 qui sont les plus intéressants dans le contexte de la banque privée. On a tout d'abord simplifié l'authentification. Donc Emmanuel, tout à l'heure, tu parlais des enjeux de sécurité qui sont de plus en plus prégnants. Comment ça se matérialise côté interface utilisateur? Souvent, on a juste un mot de passe très très compliqué à entrer. Une fois qu'on l'a créé, on ne sait plus du tout lequel c'est très frustrant quand on va rentrer sur l'application. Donc ça crée la frustration, c'est pas bien du tout pour l'expérience d'utilisation. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont incluses, qui sont natives dans les différents périphériques mobiles. Donc on va penser par exemple à la reconnaissance faciale, tous les systèmes de reconnaissance biométrique qui vont simplifier l'authentification et permettre à l'utilisateur de rentrer sur votre application, votre service et d'être authentifié sans avoir ce moment un petit peu frustrant où « Ah là là, qu'est-ce que c'est ? Mon mot de passe, je m'en souviens plus ». Donc ça, il faut vraiment l'utiliser et le pousser. C'est la porte d'entrée de votre application, c'est extrêmement important. Ensuite, on a personnalisé l'interface. On a de plus en plus de solutions qui permettent d'apprendre les habitudes de l'utilisateur et ses préférences et de les garder en mémoire. Donc ça, on va chercher à l'utiliser pour proposer à tout moment à votre utilisateur du contenu qui est exploitable et qui est pertinent pour lui lorsqu'il ouvre l'application. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être par exemple débloquer progressivement des fonctionnalités ou pousser des contenus similaires à ceux qu'il a déjà consultés. Donc voilà, on va vraiment chercher à avoir une interface qui se personnalise en fonction des besoins de l'utilisateur. Troisième point, on veut créer une relation de confiance. Il y a beaucoup de très bons reportages qui sont sortis récemment sur l'exploitation des données des utilisateurs. Et il y a un petit peu une levée de bouclier des utilisateurs sur « Ok, vous prenez mes données, mais à quoi ça sert derrière ?» Donc on veut vraiment mettre en place cette relation de confiance, expliquer à l'utilisateur pourquoi on récupère certaines données et ce que lui va gagner derrière. Il y a aussi la possibilité de vraiment lui donner la main sur les différentes données qu'il peut fournir ou non à votre banque
Mais ça est un petit bémol, parfois ça peut aller à l'encontre de la tendance que je vous ai présentée juste avant, personnaliser l'interface. Moins il donne de données, moins on pourra personnaliser derrière l'interface et lui proposer des services appropriés. Et enfin, dernier point, on va chercher à s'intégrer à l'écosystème des différents OS, donc Android, iOS, etc. Aujourd'hui, on a de nombreuses portes d'entrée vers les applications qui permettent d'interagir avec elles, pas seulement en cliquant sur l'icône et en l'ouvrant, mais sans même avoir à la lancer. Ces fonctionnalités, elles sont présentes sur les smartphones de vos utilisateurs avec ou sans votre app, donc ce serait dommage de ne pas en tirer profit. Par exemple, on va penser aux notifications avec des actions dont on a déjà parlé un petit peu plus tôt, de l'indexation de contenu. Donc, par exemple, quand on va rechercher quelque chose, eh ben, votre app elle va être poussée en premier lieu. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pousser et exploiter parce que là encore, c'est quelque chose qui est nativement présent dans l'OS et ce serait dommage de ne pas en tirer profit. Dernier petit focus, on va parler de l'interface utilisateur et qu'est-ce que ça veut dire une UI premium. Donc, toutes les marques ont leur ADN, ont leur code qu'il va falloir exploiter, qu'il ne va pas falloir perdre dans la UI de cette application mobile. Néanmoins, il y a des choix qui vont refléter plus ou moins une expérience premium. Ce qu'on va faire pour quelque chose de luxueux, de premium, on va faire très très attention aux choix typographiques. Les couleurs aussi, on va aller chercher des couleurs plutôt associées au luxe, donc du doré, du bleu marine, du noir, quelque chose de très intemporel, pour vraiment pousser ce sentiment finalement de modernité et d'élégance et augmenter la confiance de l'utilisateur lorsqu'il utilise, lorsqu'il voit les visuels présents sur l'application. J'en ai fini pour tout ce qui est UI et UX et je vais redonner la main à Pierre pour conclure avec quelques innovations, je crois, que vous avez retirées des dernières conférences développeurs. Tout à fait. D'ailleurs, ça tombe bien parce que tu parlais dans ton slide précédent de offrir des fonctionnalités qui s'intègrent avec les systèmes d'exploitation des téléphones des utilisateurs. Et du coup, c'est ce qu'on va vous montrer ici. Donc récemment, c'était en juin, donc il y a déjà quelques mois, Google et Apple ont fait leur conférence annuelle pour présenter les nouveautés de chaque système d'exploitation. Donc on a iOS 14 pour Apple et Android 11 pour Google. D'ailleurs, iOS 14 est aujourd'hui déjà disponible, donc ce qu'on va vous montrer ici, peut-être que vous l'avez déjà sur votre téléphone. Donc on a sélectionné pour chaque mise à jour une fonctionnalité par plateforme et on a choisi celle qui nous paraît la plus utilisable pour une application banque privée. Pour iOS, on a sélectionné donc les widgets. Donc qu'est-ce qu'un widget? Donc depuis iOS 14, en fait, on a la possibilité de pouvoir développer en fait un morceau d'application qui va se retrouver sur la home de vos utilisateurs. Donc là, on peut voir sur la photo sur le côté, voilà, on a vraiment un morceau des photos et même un morceau de notre application bancaire directement sur la home de l'utilisateur. Donc c'est vraiment une place de choix pour votre marque, ça veut dire que les utilisateurs peuvent interagir avec votre banque, avec vos services, sans même lancer votre application. Donc c'est vraiment un accès très simple et très rapide à vos services. Les choses à savoir quand on veut designer un widget, il faut que ce widget soit utile. Donc on ne peut pas simplement mettre un gros widget sur la home de son utilisateur simplement pour être un raccourci vers votre application. On veut offrir des fonctionnalités qui sont pas juste en fait une grosse icône de votre application. Et pour qu'un widget soit utile, il faut que l'information présentée soit simple et surtout dynamique. C'est-à-dire que le widget peut se rafraîchir et mettre à jour et afficher des données qui sont toujours les plus à jour. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un petit widget avec Pierre, mais vraiment très simple. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait... En fait, on peut avoir la partie haute qui serait éventuellement figée, qui s'adapterait en fonction des conditions de marché, par exemple. Ce qu'on s'est dit, c'est que, étant donné que ce widget est sur la page principale de votre téléphone, on ne peut pas mettre les avoirs dessus, puisque si quelqu'un tombe dessus, ça manque de confidentialité. Ce qu'on s'est dit, c'est que là, on allait simplement faire un petit use case très rapidement avec, imaginons, un client qui va suivre son portefeuille titre, en tout cas la performance de son portefeuille titre, très rapidement dès qu'il ouvre sa page de téléphone, enfin dès qu'il ouvre son
dans son home de téléphone. Donc du coup, il aurait la performance de son portefeuille en temps réel, très rapidement accessible. Il pourrait ensuite, avec des petits boutons directement sur le widget, soit consulter l'entièreté de ses comptes, soit poser une question ou interagir avec son banquier privé, ou bien aller chercher un service qui lui est offert via l'application mobile. Donc l'idée, c'était juste de donner un exemple de fonctionnalités qu'on pouvait mettre sur un widget. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est voilà, vous avez la possibilité d'avoir un plus grand espace sur le téléphone, et qu'est-ce que vous pouvez en faire finalement dans un contexte banque privée. Donc on le voit, il y a différentes tailles de widgets. À vous finalement de designer, de sélectionner la taille qui vous paraît la plus acceptable pour votre client. Il faut bien voir, nous c'est un exemple de widget qu'on peut mettre en place pour une banque privée, mais je ne doute pas qu'il y a autant d'imagination, de possibilités de widgets différents qu'il y a de gens qui nous écoutent ce matin. C'est vraiment... Voilà. Pierre, on va peut-être passer très rapidement sur les bubbles parce que je vois que le temps passe. Très simplement, les bubbles, je vais peut-être le prendre. Donc, les bubbles, c'est sur Android, donc la possibilité d'avoir une bulle en fait sur l'écran d'accueil du téléphone. L'idée, c'est de pouvoir avoir ses contacts privilégiés sur des bubbles sur le côté de l'écran. Et l'idée qu'on avait derrière ces bubbles, c'était de pouvoir interagir très rapidement avec le banquier privé, de l'avoir toujours dans une petite bulle sur l'écran de votre téléphone. Voilà, après, c'est tout. Les bubbles, c'était des fonctionnalités qui étaient réservées aux applications de messagerie type WhatsApp ou Messenger. Et maintenant, grâce à Android 11, c'est ouvert à vraiment toutes les applications. Donc, vous, en tant que banque privée, vous pouvez intégrer les bubbles à votre chat des conseillers et du coup offrir une expérience de chat avec les conseillers qui est la même que celle que vos utilisateurs pourraient avoir avec WhatsApp. Donc, ça réduit le frein à utiliser votre messagerie sécurisée.